un doctorant qui s'appelle Antoine Domine, qui va nous faire une présentation de son travail de recherche sur l'optimisation via simulation d'un stationnement urbain basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique au sein d'un système complexe à événements discrets. Alors, le titre est très compliqué et Antoine, qui est qui est rattaché au laboratoire Sciences pour l'environnement dans l'équipe SISU, l'informaticien, va nous expliquer ça de manière très claire, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci. Alors, optimisation via simulation d'un stationnement urbain basé sur des algorithmes d'apprentissage automatique au sein d'un système complexe à événements discrets. Alors, le titre peut paraître un peu long et un peu complexe, mais on va voir que ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Alors, donc, tout d'abord, je vais un peu présenter les problèmes et expliquer un petit peu mon cas. Donc, moi, je suis doctorant pour la ville de Bastia dans le cadre d'une bourse CIFRE, on en reparlera plus tard. Et dans cette mairie, on rencontre beaucoup de problèmes quant au stationnement. C'est-à-dire qu'on connaît tous le problème d'arriver dans une ville, de vouloir aller acheter sa baguette de pain ou de devoir aller acheter des habits ou autre chose et de se devoir retrouver en quelque sorte bloqué et ne pas pouvoir trouver de place, ne pas pouvoir rentrer dans la ville. Et donc, du coup, cela provoque pour la ville et aussi pour l'usager un désintérêt de la ville et donc, du coup, une perte au niveau de la mairie qui est économique. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup moins de gens sont intéressés de rentrer en ville pour aller acheter leur pain, comme je disais, ou autre chose, et préfèrent aller en périphérie et aller dans des grandes surfaces en périphérie. Et il y a ce problème-là, en quelque sorte, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler, et ça provoque un désintérêt du centre-ville. Voilà. Et donc, du coup, ce stationnement, le problème qu'on a, c'est que le stationnement en ville, il est très cher. Pour augmenter, pour recréer du stationnement en ville, il faut racheter des terres qui sont déjà très très chères, il faut construire un parking, ce qui pose encore plus de problèmes. Et donc, du coup, pour pallier à ce problème, en quelque sorte, on ne peut pas juste créer du stationnement. Il faut déjà gérer le stationnement existant. Et alors, pour le gérer, notre objectif ici, c'était, dans un premier temps, de numériser ce stationnement, d'essayer de faire que toutes les places de parking soient informatisées, qu'on puisse savoir lesquelles sont libres, lesquelles ne sont pas, et aussi, grâce à ça, justement, pouvoir orienter les utilisateurs vers des places qui sont libres. Voilà. C'est-à-dire ne pas créer, mais optimiser ce qui existe déjà. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, on a décidé d'essayer de fluidifier les échanges du coup en cœur de ville, en ajoutant justement cet espace un peu numérisé sur ces places, et d'essayer aussi de faire une transition lente vers les transports en commun qui, nous le savons, sont le futur, sont l'avenir des villes. À terme, on veut une ville ou du moins un cœur de ville dans la mairie de Bastia qui est complètement piéton. Pour arriver à ça, il faut d'abord essayer de faire une transition lente qui permettra justement d'aller vers moins de places de stationnement. Mais pour faire cela, il faut d'abord optimiser et essayer d'informatiser, puis de rediriger ces usagers qui avaient l'habitude de prendre leur voiture vers l'utilisation des transports en commun et des parkings de dissuasion, donc qui sont en dehors de la ville, pour être ensuite redirigés avec une navette. Voilà. Donc, grâce à ça, grâce à cette numérisation de ces places, on comptait faire une application avec toute une espèce de carte interactive de toutes les places de la ville de Bastia et ensuite proposer de l'aide à la décision. On va voir un petit peu où ça en est au niveau côté recherche. Alors, le doctorat en CIFRE, on va en parler parce que c'est un petit peu un côté un peu spécial de ma thèse, c'est-à-dire qu'à la fois, je suis lié à une entreprise d'accueil, en l'occurrence la mairie, dans mon cas, la mairie de Bastia. Et d'un autre côté, je suis lié à un laboratoire de recherche, donc là en l'occurrence l'UMR SPE 6134. Et dans ces deux parties, j'ai un rôle à jouer qui est différent. Donc du côté mairie, ça va être le développement d'une application qui permet la visualisation de l'état des places de parking dans toute la ville, donc savoir si les places sont libres ou occupées, savoir où aller, etc. Et du côté de la recherche, c'est créer justement un outil de simulation qui va permettre d'optimiser le stationnement. C'est-à-dire, OK, peut-être qu'il y a 95% des places de la ville qui sont prises, mais il faut se débrouiller avec ces 5% pour essayer que le plus de personnes
plus d'usagers puissent trouver une place dans un temps imparti. Donc là, il s'agit d'essayer de comprendre comment évolue un parking et grâce à ça, de pouvoir les diriger vers une place qui va potentiellement se libérer ou qui a le plus de chances de se libérer, éviter que deux usagers convoitent la même place et qu'un des usagers soit déçu parce qu'il est arrivé en deuxième, et essayer de les rediriger chacun vers des places différentes, etc., etc. Donc, dans la ville, pour faire un petit peu, pour expliquer un petit peu, on a énormément de places, environ 3300. Donc, il y a des places sur voirie, il y a des places dans des parkings en infrastructure, c'est-à-dire des places, par exemple, le parking Saint-Nicolas, le parking de la gare, le parking de la Citadelle. On a le parking en infrastructure. Et nous, on s'est demandé comment numériser et mettre de manière informatique, de rendre de manière informatique toutes ces places. Et donc, pour ce faire, on s'est plus penché sur notre première phase de projet sur les places sur voirie. Celles qui sont les plus intéressantes sur les places sur voirie. Les places en parking en infrastructure, on dispose déjà de ce chiffre. Donc, on cherche plus à gérer les places sur voirie. Et après un état de l'art et un marché, parce que les mairies fonctionnent avec des marchés, on a décidé de choisir des capteurs au sol, donc implantés dans le sol avec un espèce de carottage. Donc on fait un trou, on installe le capteur avec de la colle, et celui-ci vient, via différentes manières de détection, dans notre cas c'est du magnétique et du nanoradar, vient détecter si un véhicule se situe sur la place en question. Et ces capteurs fonctionnent avec ce qu'on appelle un réseau LoRa. Alors un réseau LoRa, ce n'est autre qu'un réseau 3G, mais principalement utilisé pour tout ce qui est de la Smart City. Smart City, je le rappelle, c'est la ville intelligente. C'est essayer de concentrer dans une ville un maximum d'appareils connectés permettant de rendre une ville plus agréable à ses usagers. Donc, nous, en l'occurrence, ça rentre bien dans ce contexte, puisqu'on va essayer justement d'améliorer le stationnement et de le rendre plus facile pour les usagers. Donc, pour le massif en entreprise, donc on a réussi justement à installer 350 capteurs au sol dans la ville qui nous donnent justement l'état de savoir si la place est occupée ou la place est libre. Pour qu'on puisse faire la liaison entre ça et notre future application, nous avons créé un serveur qui permet à la fois le stockage de ces données. Donc pendant 4 ans, là, on a stocké, 3 ans à peu près, on a stocké toutes ces données sur une grande base de données, et ça nous permet de savoir comment fonctionne le stationnement en ville. Voilà. Donc, comment il fonctionne, comment il évolue, etc., etc. Par exemple, on remarque que avant midi, il y a un grand départ et on remarque que ce n'est pas le même départ que l'arrivée du matin. C'est-à-dire qu'on peut, en comparant ces deux données, savoir quel pourcentage des habitants de Bastia ou des travailleurs de Bastia repartent le midi manger chez eux. C'est une information qui peut vous sembler peu utile, mais qui au final, quand il arrive dans un système où on doit prédire le temps le départ de ces usagers, se rend tout à fait utile. On a aussi donc du coup créé l'application qui permet aux usagers de voir toutes les places qui sont libres dans la ville de Bastia. Voilà. Alors, l'application pour les usagers, donc là, si vous pouvez suivre à l'écran, c'est une application très simple qui va justement vous afficher les différentes places avec, on va pouvoir le voir dessus, une carte en temps réel. Donc, elle fonctionne en temps réel, c'est-à-dire qu'elle va directement demander au serveur les informations qui lui ont été envoyées, et elles sont récupérées avec un espace commentaire, un menu comme toutes les applications d'aujourd'hui. On a aussi la possibilité justement d'être redirigé vers la place et aussi de faire un menu recherche, c'est-à-dire que si la place en cours vient d'être prise, la place qu'on recherchait, elle va nous proposer automatiquement une place. On peut aussi enregistrer par exemple une boulangerie. Voilà. Si on veut enregistrer une boulangerie, que tous les jours on va laisser acheter son pain en ville parce qu'on aime bien cette boulangerie, ou son domicile pour pouvoir se garer, on peut choisir quel type de place on veut, parce qu'il faut savoir que sur la ville, il y a plusieurs types de places. Il y a les places arrêt minute, il y a les places payantes, il y a les places non payantes. On peut choisir ce qu'on veut et on peut le demander. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a enregistré par exemple un point, boulangerie, on peut dire je veux une place arrêt minute, je vais juste m'arrêter 20 minutes acheter mon pain, on peut directement être redirigé vers cette place. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté, on va dire, juste entreprise. On a aussi fait une petite application pour les agents de la police municipale parce qu'eux aussi, ils doivent pouvoir intervenir sur ça. Parce que si ce système, imaginons qu'on bat ce système et on dise, OK, d'accord, il fonctionne très bien, mais
si il y a trop d'infractions sur les places arrêt minute, les places arrêt minute, on le rappelle, c'est limité à 40 minutes et ça permet vraiment de désengorger la ville de certains stationnements pour justement permettre à des usagers qui veulent faire des courts achats dans la ville de pouvoir se garer. Donc économiquement, c'est très important. Et au niveau de l'application, pour que ce système fonctionne, il faut que ce stationnement limité soit respecté. S'il n'est pas respecté, alors toutes les plages sont occupées, même les places arrêt minute, et alors là, aucun stationnement n'est possible. Donc on a aussi fait une application pour ces agents qui leur permettront bien sûr de venir mettre des amendes en fonction du dépassement sur les places arrêt minute. Alors, pour ce qui est de la cifre au laboratoire, c'est séparé en deux objectifs. Alors, au début, on avait bien sûr un objectif clair, mais on va voir que dans notre premier objectif, on a rencontré quelques soucis. Donc, la simulation du départ d'un usager de sa place de parking afin de pouvoir l'orienter vers une nouvelle place. Donc, on va justement essayer de comprendre quand un usager va partir de sa place pour essayer d'orienter un nouvel usager, donc quelqu'un qui veut, un nouvel habitant qui veut se garer vers cette place si l'usager part, ou vers une rue de manière générale. Voilà. Et dans une deuxième partie, une aide à la décision qui permet aux usagers de ne pas convoiter la même place et aussi de trouver une place dans un temps limité et en limitant de manière maximum le nombre de déplacements, c'est-à-dire en soi les kilomètres parcourus. Donc, pour notre phase 1, donc cette première phase, donc là, on voit un graphique qui est assez compliqué. Donc là, c'est notre approche pour la prédiction des usagers de leur place de parking. Alors, en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. Un simulateur, donc on se sert ici d'un simulateur. On était dans une phase du projet où on n'avait pas encore de capteur qui était installé. On manquait de données et on savait ce qu'on voulait faire. Donc, on voulait faire de la prédiction, donc savoir quand un usager allait partir de sa place, mais on manquait de données. Donc, pour compenser cela, on s'est servi d'un simulateur. Alors, un simulateur, on en croise dans tout. On en croise dans tout ce qu'on veut faire évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on prend par exemple un virus, on veut savoir comment il va évoluer le virus. On va lui appliquer des règles. Donc, on sait qu'un virus, par exemple le Covid, va se transmettre d'un humain à un humain avec un tout. On dit qu'on part d'une personne, on met des règles, on met qu'il se transmet si l'autre tousse et il se transmet par voie orale ou autre chose, etc. On met ces règles-là et on laisse un simulateur essayer de faire évoluer dans le temps cette simulation et on met par exemple 100 personnes dans une pièce et on voit comment évolue le virus. Et là, c'est à peu près pareil, sauf qu'il s'agit juste d'un capteur qui va simuler si une place est libre ou non. Voilà. Donc, on met des règles, ou des règles qui peuvent être très simples, comme le capteur est libre, le capteur est non, ou on peut mettre des règles de plus en plus poussées pour essayer de s'approcher le plus de ce qui nous intéresse, nous, c'est le comportement d'un vrai usager. C'est-à-dire qu'on veut des données qui ressembleront à la réalité. Donc là, en soi, on a fait ce simulateur qui, du coup, envoyait ces données à un serveur qui rentrait dans un réseau de neurones, donc neural network en anglais, et ce réseau de neurones allait, lui, faire la prédiction pour une seule place choisie, quel allait être son temps de départ. Voilà. Donc ce réseau de neurones, pour faire de manière simple, on va lui donner en entrée, donc c'est un petit peu comme une boîte noire, on va le voir comme une boîte noire, et on va lui donner des informations en entrée, et lui, il sait qu'il doit nous donner quelque chose en sortie. On ne sait pas trop ce qui se passe au centre, enfin oui, on comprend un petit peu, mais on va l'ignorer ici. On dit juste que c'est une boîte noire intelligente à qui on va donner des données, et à la fin, elle va nous donner un résultat. Bon, c'est pas non plus complètement magique, c'est-à-dire que cette boîte noire, il faut l'entraîner. C'est comme un cerveau. Il va falloir lui donner des données et au final, on va lui dire non, là, tu as eu tort. Voilà. Comme un enfant à qui on apprend, par exemple, à faire une addition. On va lui dire bon, là, tu as eu juste, là, tu as eu tort. Et au final, à la fin, supposons qu'on ne lui apprenne jamais la règle et comment ça fonctionne, à la fin, il va quand même comprendre cette règle de manière juste grâce à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va se dire, bon, 3 plus 2, je l'ai déjà fait 50 fois, ça fait 5. Voilà. Donc, ce simulateur, une fois qu'on a pu prédire justement le départ d'un usager, on va du coup renvoyer cette donnée vers un web serveur, donc un serveur sur Internet, et l'usager va pouvoir justement visualiser quand la place va être libérée et avec quel taux de prédiction, avec quel taux de précision, excusez-moi. Donc un réseau de neurones, ça ressemble à peu près à ça.
Et ici, ce qu'on a fait, c'est que ça s'appelle un classificateur. Alors, c'est du machine learning. D'accord. Donc, machine learning, on l'entend souvent partout dans les médias, etc. Mais bon, c'est de l'intelligence artificielle. On va juste le résumer comme ça. Et cette intelligence artificielle, son but est très simple. Elle doit classifier. Alors, je m'explique. Classifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une place donnée, par exemple une place qui est devant une boulangerie, je ne sais pas, sur la rue Émile Sarr, à Bastia, et on va lui dire, mais cette place, je veux que tu me dises quand c'est qu'elle va être libérée. On connaît dans le temps, c'est-à-dire les 10 derniers jours, ce qui a pu se passer sur cette place, comment elle a évolué grâce à notre simulateur. Donc on remarque que, par exemple, avant midi, il y a de très fortes chances qu'elle soit libérée parce que l'usager qui est stationné sur cette place va sans doute s'en aller. Parce qu'il va rentrer manger chez lui ou pour d'autres raisons. Donc nous, on voulait ici faire un classificateur, c'est-à-dire pouvoir classifier entre deux intervalles le temps. Donc de 0 à 5 minutes, de 5 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à 25 minutes. Et on a fait des espèces de classes de ce temps qui permettent justement de créer on va dire un intervalle où la place va être libérée. Et notre algorithme doit deviner cet intervalle. Donc, là, on va passer un petit peu au résultat, parce que vous expliquer serait trop compliqué. Donc, dans ce résultat, donc ici, on manquait de données, encore pour le machine learning avec des vraies données. Donc, comme je l'ai expliqué, on les a simulées. Et cette simulation, pour la rendre de plus en plus riche, on a, on va dire, rajouté de plus en plus de règles. Dans le premier cas, il s'agissait tout simplement d'un simple poisson de distribution. Donc, c'est la loi de Poisson, c'est une loi très connue, c'est oui ou non. Et avec cette donnée, donc en sortie, donc, on avait notre capteur qui disait est-ce que la place est prise, est-ce que la place est occupée, et il donnait l'un des deux choix de manière aléatoire. Et avec ces données-là en sortie, donc on a fait les tests de prédiction, qui étaient des données qui étaient très très pauvres. C'est-à-dire que c'est pas vraiment intelligent, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, ça ne le reflète pas du tout, il n'y a pas de corrélation entre les données, il n'y a rien. On s'est rendu compte qu'il n'y avait que 36% de précision, ce qui est normal, ce qui est complètement normal. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à rajouter des règles à cette loi. Donc on a commencé par faire une règle très très simple qui était de changer cette règle de Poisson et de faire qu'elle suivait une courbe qui correspondait on va dire, à la fréquentation réelle dans la ville de Bastia des places de parking. Et là, on s'est rendu compte tout de suite qu'on augmentait considérablement notre précision sur le machine learning. On était à 49%. Suite à ça, on s'est encore dit, pourquoi ne pas changer? Là, on avait fait quelque chose qui était de manière, tous les jours, on restait tout le temps sur la même courbe, on n'avait pas de règles en fonction des jours de la semaine. Et on sait que le dimanche ou le samedi, on n'a pas forcément les mêmes comportements au niveau de stationnement que dans la semaine, qu'au niveau de la semaine. Donc, du coup, on a implémenté, donc pour chaque jour, des données différentes, des règles différentes qui faisaient que ce stationnement serait différent pour chaque jour de la semaine. Et là, on s'est rendu compte que grâce à ça, on a eu une meilleure taux de précision qui était de 60%. On a continué encore, mais on a cherché, qu'est-ce qu'on peut rajouter, quelles données on peut rajouter dans cette simulation pour qu'elle soit encore plus précise. Et jusque-là, on n'avait rien trouvé et on s'est dit pourquoi pas. Dans la ville, on sait qu'il y a ces bornes qui permettent de payer pour un certain temps, si c'est pour la place de parking payante, ou il y a aussi l'application qui permet de réserver sa place. On met son numéro de plaque et on vient réserver la place pour un certain temps. Et on se dit, si on ajoutait cette donnée-là, du coup, à notre simulateur, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et on a ajouté, du coup, ce qu'on appelle le being time en anglais, et on a obtenu un taux de précision de 96%. Mais dans la réalité, ce que j'ai cherché plus tard à faire au niveau de la mairie, c'est beaucoup d'un côté, un côté administratif qui est assez compliqué, c'est de réussir à récupérer cette donnée. Mais comme ces données elles sont un petit peu bloquées par toutes les entreprises qui créent les bornes ou qui créent l'application, et que maintenant il y a la RGPD qui vient s'ajouter à ça, la récupération de ces données est très compliquée. Du coup, en soi, cette solution, avoir cette donnée, ce serait magique, mais en même temps, la récupérer, c'est très très compliqué. Voilà. Donc ça, c'était pour la première phase de recherche, c'était de créer des données et après de faire de la prédiction. Une fois qu'on avait fini ça, donc cette première phase de recherche, on a commencé à avoir des vraies données. Et là, on les a fait sur les vraies données, mais comme les données, elles n'étaient pas riches et qu'il nous manquait cette information du temps de réservation,
on n'a pas dépassé les 60%, même avec des vraies données. Même moins parce que les règles, on va dire que les règles sont beaucoup plus strictes sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va lui dire, là, tu vas libérer des places à 60%. Pour je sais pas moi, le mercredi avant le midi, on dit, tu vas libérer 60% des places, etc., etc. Alors que dans la vraie vie, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il y a encore plus de diversité. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir une fête, par exemple le marché de Noël, on n'avait pas pris tout ça en compte. Voilà. Donc la précision est encore moindre. Pour la phase numéro 2, là, on a décidé de partir plus sur un côté, sur une recherche basée sur l'aide à la décision. Donc, essayer d'orienter un utilisateur et de faire que deux utilisateurs aussi ne convoient pas la même place. Donc, un gestionnaire de conflit en soi. Donc, on est parti sur l'ancien système et on a recréé un petit peu ce même système qui était de la simulation des capteurs, sauf que cette fois-ci, on le faisait en temps réel. C'est-à-dire qu'on imaginait, tout à l'heure, ce qu'on faisait de la simulation, c'est qu'on le faisait très rapidement. On ne veut pas que la simulation qu'on fait prenne autant de temps que la vraie vie. On veut que ça aille vite pour créer de la donnée le plus rapidement possible. Cette fois-ci, on s'est dit, on va le faire dans le temps. Donc, c'est-à-dire que chaque seconde qu'il y avait dans la simulation correspondait à une seconde dans la vraie vie. Et on a créé une espèce d'environnement qui permet justement à plusieurs usagers fictifs de venir chercher une place et d'essayer de faire qu'ils se gênent le moins possible entre eux et qu'ils soient orientés le plus rapidement possible vers leur place de leur choix. Donc pour ce faire, on est reparti sur le même simulateur qu'on avait avant, sauf qu'on l'a appliqué dans le temps réel. Et on a justement simulé tout ça. Alors, pour les simuler, donc c'est un peu plus complexe que ça en soi. Donc, on crée tous ces nœuds qui sont des nœuds de simulation qui vont permettre de simuler des capteurs. On va justement les regrouper dans ce que moi j'ai appelé un user link, mais ça aurait pu être n'importe quoi. On va les regrouper dans une grosse boîte qui va le redistribuer à tout le monde, à tous les usagers. On peut imaginer que là, dans la situation réelle, et si demain on le faisait, ça serait justement de l'envoyer sur tous les téléphones. On envoie la donnée sur toutes les applications, et eux, ils vont être dirigés grâce à un modèle, grâce à un système qui va être justement un système style Google Maps, ils vont être orientés vers une place ou les places de leur choix. Donc là, dans cette simulation, ils devaient choisir, ces utilisateurs fictifs devaient choisir des places qui les intéressaient, ou toutes les places, ou une seule place. Et le but, c'était de faire que ces utilisateurs se gênaient le moins possible. Donc pour ce faire, on a créé ce qu'on a appelé l'Access Conflict Management, qui est un système qui permet justement, avec n'importe quel algorithme, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir l'algorithme qu'on voulait employer pour justement gérer les conflits. Donc, on a créé plusieurs algorithmes et on voulait un espèce de géreur de conflit général qui permettait de prendre plusieurs algorithmes différents et de les appliquer en fonction de ce qu'on voulait faire. Et à la fin, ici, on récupérait les données et on a analysé justement les résultats en fonction des différents algorithmes pour voir si, dans la vraie vie, puisque plus tard, c'est le but, c'est que ce système soit transféré dans un cas réel sur un téléphone, que l'ordre ne soit pas passé à un usager fictif, mais bien un usager réel, et qu'il soit envoyé via l'application et qu'on lui dise, bon là, tu dois aller vers. Il y a quelqu'un qui convoite. Le but, c'était d'éviter la situation suivante. C'était d'éviter qu'un usager A et un usager B veulent la place numéro 1. Si les deux veulent la place, on dit à l'usager A, eh bien, écoute, va plus à la place numéro 2 parce que l'usager B a demandé en premier. C'est un peu compliqué, mais en soi, c'est ça. Donc, on a fait plusieurs algorithmes que je vais montrer et je vais expliquer en même temps les résultats. Donc, dans un premier temps, on avait fait un algorithme qui était vraiment très, très simple. C'était un no conflict management, c'est-à-dire qu'on ne gérait pas du tout le conflit. Le premier qui arrivait à la place obtenait la place. Dans un deuxième temps, on a fait l'algorithme du first to ask. First to ask en anglais, c'est le premier à demander. Le premier qui demande obtient la place. Les usagers, de manière générale, cherchaient tout le temps à avoir la place la plus proche d'eux. Donc, quelque part, cette solution était aussi assez intéressante. C'est-à-dire que je réserve la place, personne ne peut me la prendre, et je vais vers la place la plus proche de moi. Dans un deuxième temps, on a fait aussi minimum TA. Alors, minimum TA, c'est le minimum de 30 trajets. Donc, c'est-à-dire que le conflict management a voyé que deux personnes convoitent à la même place et se dit, bon, qui est le plus proche, et je prendrai le plus proche et je lui réserverai à la place à lui. Le deuxième,
Space Choose Comparison, alors là, est un peu plus complexe. Il va regarder, par exemple, si un usager ne veut qu'une seule place. S'il ne veut qu'une seule place et qu'un deuxième usager en veut deux et qu'il convoite la même place, il va lui dire, écoute, usager B, toi, ça ne te dérange pas, tu as une deuxième place qui est libre et que tu voudras bien, donc va vers cette place. Lui, il n'a que cette place qui est libre, donc on lui met la priorité. Voilà. Et donc, du coup, on va maintenant un petit peu analyser les données. Donc, je l'ai fait sur, on va dire, deux temps de simulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des temps de simulation? C'est-à-dire que j'ai fait des résultats sur deux simulations différentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai mis que 100 de temps, c'est-à-dire qu'ils devaient trouver, les usagers devaient trouver une place en 100 de temps, sachant qu'ils étaient dans un carré de 100 par 100 et qu'ils pouvaient se déplacer que de 1 par 1 toutes les cases. Et donc, du coup, ils devaient trouver cette place en 100 de temps. Et le deuxième, donc là, c'était vraiment pour essayer de voir qui serait le plus réactif, quel algorithme serait le plus performant sur un temps très court. Et dans un deuxième temps, j'ai décidé de le mettre sur une simulation beaucoup plus longue, pour voir quel est le taux d'obtention sur une simulation beaucoup plus longue. Donc, pour le no conflict management, alors là, pour ceux qui peuvent voir, c'est bien, pour ceux qui ne peuvent pas, c'est dommage. Pour le no conflict management, on remarque ici que sur justement le pourcentage des places prises, il est très très faible sur une simulation qui est très rapide et il est assez performant quand même sur un temps très rapide, mais très faible sur un temps très très long. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à l'instant T, peut-être que la solution de ne pas avoir de confinement dans un temps très court est intéressante. Il n'y a pas de restriction. Parce que le problème qu'on ne voit pas, c'est que quand on génère un conflit, c'est-à-dire que quand on dit que deux utilisateurs convoitent la même place, et qu'on génère un conflit et qu'on dit à un usager de se rediriger vers une place, c'est aussi une perte de temps pour lui. C'est-à-dire que lui va devoir aller sur une autre place, et donc du coup, il va changer son trajet. Alors que peut-être qu'il serait allé plus vite et plus rapidement à la place s'il ne s'était pas arrêté depuis le début. Donc ici, on voit que le no conflict management, sur un temps qui est très court, est intéressant puisqu'au final, on ne perd pas de temps sur les conflits et on va directement à une place. Par contre, sur un temps qui est très long, là, il va avoir des problèmes parce que le système ne pense pas dans le temps. C'est-à-dire que certains utilisateurs vont être bloqués. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de place qui les intéresse, donc qui est proche de leur point d'intérêt, ou qu'ils n'auront pas de place. Enfin, de manière générale, ils ne vont pas réussir à trouver leur place dans les temps. First to ask, quant à lui, donc le premier à demander, lui, il n'est pas intéressant on va dire, dans un temps très court, parce qu'on va générer des conflits, parce que la règle du premier demandé, premier pris, ce n'est pas forcément la plus intelligente. Par contre, sur un temps très long, ça va permettre à ceux qui n'ont qu'une seule place d'avoir le plus souvent une place dans le temps imparti. Donc, il a une nette amélioration au niveau du temps. Quant au minimum TA, donc au temps minimal, on va dire, lui, il est très intéressant sur un temps court et il est aussi assez intéressant sur un temps, on va dire, plus long. Parce qu'il va justement prendre en compte, il va prendre en compte le temps de trajet et dire quelle est la solution la plus intelligente et la plus rapide pour que tout le monde ait trouvé une place. Mais il ne prend pas en compte tous les cas. C'est-à-dire que certains qui seront bloqués parce qu'ils sont les plus loin, alors que c'est leur seule place qui sont intéressés. Ils sont intéressés par seulement cette place, mais le problème c'est qu'ils sont plus loin qu'un autre usager. Là, ils vont se retrouver bloqués. C'est pour ça que Space Choose Comparison, alors là, sur un temps très court, il est vraiment il n'est pas du tout optimisé, mais parce que justement, il crée beaucoup de conflits. Donc, on va à un usager A, on va lui dire non parce que lui, il n'a que cette place. Donc, tu vas aller sur une place B et on va dire à l'usager C, non, tu ne peux pas aller ici parce que lui, il convoite celle-là, etc., etc. Donc, on va créer énormément de conflits. Mais par contre, in fine, à la fin, sur un temps qui est très, très long, il va avoir les meilleurs résultats parce que justement, il prend en compte tous les choix possibles, toutes les considérations. Tout le monde, à la fin, peut avoir sa place. À part si vraiment il y a des blocages très compliqués. Et alors là, si deux personnes n'ont qu'une seule place et qui convoitent la même place, on va se retrouver et il va utiliser l'algorithme du celui qui est le plus proche pour justement lui octroyer la place et pas l'octroyer un deuxième. Pour tout ce qui est du reste, c'est sur les autres attributs, donc le temps moyen passé, c'est à peu près on va dire les mêmes résultats qu'on a pu optimiser. C'est pour ça que on va un petit peu le passer. Je ne sais pas quel temps on est. Peut-être un peu aller vite.
30 minutes. Donc, bon, là, c'était pour mes 2 travaux. Donc, ici, on a fait quand même, dans ces 2 travaux, on a quand même établi ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, on a mis le point sur le fait que pour que l'application, la prédiction, elle soit vraiment disponible, il faut avoir cette donnée qui est le temps de réservation, où il faut enrichir les places. Donc là, tout à l'heure, j'avais parlé de prédire la prédiction sur une place, mais ce n'est pas possible. Comme on l'a vu, les données ne sont pas assez riches. Il faudra avoir le temps de réservation, c'est-à-dire dire la place va être libérée parce que la personne a payé pour 6 heures, elle va être libérée au moins 6 heures, à moins qu'il y ait une infraction et qu'il dépasse sur son temps pour lequel il a réservé. Et à la fois, j'ai perdu mes mots, désolé. Et donc, du coup, au lieu de prendre que sur une place, de faire la prédiction sur une place, pourquoi ne pas la faire sur une rue entière? Et justement, dire à un usager, écoute, ou même peut-être plusieurs rues, tu vas tourner dans ces 4 rues. C'est ce que tout le monde fait. Les gens le font de manière générale, de manière instinctive. Quand on n'a pas de place, on va tourner à un certain endroit où on pense qu'on a le plus de chances d'obtenir une place. Donc là où il y a le plus de turnover, ce qu'on appelle la rotation des véhicules, c'est-à-dire que les véhicules tournent. Il y en a qui sortent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, etc., etc. Donc, nous, on le fait de manière générale, mais pourquoi de manière instinctive, mais pourquoi ne pas le proposer dans une application? Écoute, on te propose un tour où tu vas pouvoir tourner et où tu auras le plus de chances d'avoir une place qui se libère dans le temps demandé. C'est-à-dire, tu m'as dit que je veux avoir une place le plus rapidement possible, fais-moi tourner. Il y a pas, je lui dis, il n'y a pas de place disponible, mais par contre, je peux te faire tourner dans un endroit où tu auras 96% d'avoir une place qui se libère dans les 3 minutes qui viennent. Donc, ça sera un des travaux, je pense, futurs, avec ça et les ruelles. Et aussi, à la fois, donc, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans l'outil d'aide à la décision, essayer d'implémenter ce qu'on a fait, donc du coup, dans ce travail-là, essayer d'améliorer les algorithmes, parce qu'on a vu que j'avais fait des algorithmes très succincts, qui n'étaient pas forcément très développés, on n'était pas encore quelque chose, et peut-être pourquoi pas ne pas mélanger un algorithme de reinforcement learning. Alors, le reinforcement learning, c'est encore la même métaphore que l'enfant, c'est-à-dire que, non, c'est plus la métaphore du chien. C'est-à-dire que on va essayer d'apprendre un chien à donner la patte. À chaque fois qu'il va donner la patte, on lui donne un biscuit. Eh bien, on fait pareil avec un système. C'est-à-dire un système, à chaque fois qu'il va faire une bonne action, on va lui donner une récompense qui peut être variable. On peut lui donner 2 biscuits parce qu'il a vraiment bien agi, ou on peut lui donner un biscuit parce qu'il a moyennement agi, ou alors 0. Et alors là, il n'est pas content, le chien. Il comprend que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Donc, il va essayer toujours d'avoir ces 2 biscuits. C'est la même chose, la même application, mais pour un système informatique. On va justement essayer de lui apprendre quelque chose en lui donnant des récompenses. Des récompenses qui sont bien sûr fictives. Mais lui, il aime les récompenses fictives. Donc, on va essayer d'appliquer ça sur justement cette méthode d'aide à la décision, d'essayer de comprendre comment on peut justement trouver le meilleur moyen, la meilleure stratégie, et on va l'appliquer dans un cas réel. C'est-à-dire que sur notre téléphone, dans l'application qui est déjà existante, on pourra venir demander une place et il nous redirigera automatiquement avec l'algorithme le plus, on verra, de reinforcement learning ou autre chose, va nous rediriger vers une place dans la ville la plus intéressante pour nous et de manière la plus rapide possible, sans qu'on soit en conflit avec d'autres utilisateurs de l'application. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui n'utiliseront pas l'application et qui viendront prendre notre place avant. Mais pour tous ceux qui utiliseront l'application, ce risque sera réduit. Et puis même si on ne trouve pas de place, ce système nous redirigera toujours vers une autre place. Même si on ne trouve pas une place maintenant, il nous dit, ben voilà, vous êtes à proximité de cette place, refaites le tour, passez dans cette petite ruelle, et là, il y aura une place. Voilà. Et plus tard, bien sûr, essayer d'orienter les utilisateurs vers justement les transports en commun. Donc, c'est quand même le but d'une ville, hein, c'est d'enlever au maximum les transports uniques, comme les voitures, les scooters, etc. Et de s'orienter plus vers les transports en commun. Donc, rajouter un onglet dans l'application existante où les usagers iront peut-être pour leur proposer peut-être un parking de dissuasion un matin où ils vont au travail, où ils font leur routine, ils ont l'habitude de prendre et on leur dit écoutez, si vous vous arrêtez là, à droite, vous tournez la prochaine à droite, vous avez un parking de dissuasion et vous avez un bus qui arrive dans les minutes qui suivent. Donc vous pourrez directement vous garer et vous revenir en ville. Et peut-être qu'avec ça, on pourra un petit peu inciter de plus en plus de personnes à utiliser ces transports en commun. Et plus tard, il y aura aussi il y a un projet de train à la ville.
c'est pas caché, hein, il y a un projet de train à la ville qui permettrait de relier. Donc, on verra une nouvelle gare, peut-être, qui permettra à tous ceux de l'Aubin, etc., de pouvoir prendre le train en plus du bus. Voilà. Et aussi d'intégrer des données comme les bateaux, donc là je disais les bus, la météo, pour voir s'il y a un quelconque changement dans les données entre quand il fait beau, quand il y a une arrivée de bateau, parce qu'on sait que, par exemple, il n'est pas conseillé d'aller chercher une place en sortie d'un bateau l'été, parce que avec l'arrivée des touristes, il est impossible de trouver une place. Impossible. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. On va faire des questions peut-être. Moi j'ai quelques questions du coup, parce que je suis tout seul à poser les questions. Ouais. Déjà merci, c'était très intéressant. En espérant que ça voit le jour, parce que la question de la place à Bastia, c'est clairement la réaction s'ils ont besoin. Alors moi j'avais une question, par exemple, vous dites qu'il y a 350 capteurs actuellement. Le but c'est de monter à 3300, enfin donc j'imagine qu'il y a 100, déjà si on compte les parkings qui sont déjà dans le capteur, tout ça. Le but c'est que toutes les places de voirie soient mis capteurs. Alors le but c'est que le maximum de places soit informatisé. Alors on a vu que sur les places sur voirie, on rencontrait quelques problèmes quant à la fiabilité du matériel. C'est-à-dire que les capteurs qu'on a posés au sol, le plus souvent, rencontrent des difficultés de batterie. Ils doivent être changés tous les 5 ans, tous les 3 ans, ça dépendant des batteries. On est forcé d'utiliser donc le système du marché qui est présent dans toutes les entreprises ou compagnies publiques qui utilisent l'argent public. Et on n'est pas forcément libre de choisir ce qu'on veut. On doit choisir aussi quelquefois le moins cher. Enfin bon, en passant, ces capteurs rencontrent quelques problèmes de détection aussi. Voilà. Et nous, on s'en est rendu compte, du moins, la détection n'est pas forcément fiable. Donc, sur l'application, on doit déjà d'abord régler quelques soucis d'algorithme avant de pouvoir continuer. Alors, par exemple, aujourd'hui, avec les progrès de la reconnaissance d'image, et avec la volonté plus ou moins affichée d'installer des caméras dans les centres-villes, est-ce que ce n'est pas une solution La caméra serait, en soi, oui, la meilleure solution pour une ville. À la fois parce qu'elle pourrait permettre plusieurs usages en même temps. Elle pourrait permettre de sécuriser les rues. Elle pourrait permettre de pouvoir compter le nombre de pouvoir savoir exactement. Par exemple, demain, si on avait des caméras dans la ville, on pourrait à la fois protéger les usagers, donc les habitants de la ville. Ça pourrait permettre, comme au Japon, des enfants qui rentrent seuls chez eux le soir ou autre chose dans le genre. Et en même temps, ça pourrait permettre, au niveau du stationnement, cette fois-ci, de pouvoir détecter un écart entre deux véhicules. C'est-à-dire que moi, demain, j'arrive sur mon application, j'enregistre dans mes préférences mon véhicule, donc j'ai une Twingo, je mets la marque de mon véhicule, Twingo, ok, ça fait 2,5 m. Là, la caméra pourra venir dire, entre ces deux véhicules, il y a 2,70 m. 2,70 m, mon véhicule fait 2,50 m, j'arriverai ou j'arriverai pas à me garer, je ne sais pas. Mais on pourrait dire que, par exemple, un 4x4 Hilux, il ne pourrait pas se garer dans cette place, par contre, la Twingo pourrait s'y garer. Donc, il y aura un grand intérêt, en plus de comptabiliser et d'être, on va dire, peu cher, parce que c'est beaucoup plus durable une caméra. C'est branché, c'est beaucoup plus résistant. Ça traite beaucoup plus de place d'un coup. Un capteur, c'est unique. Ça va être planté dans le sol, on va lui rouler dessus. Il n'y a pas de système d'alimentation, donc ça veut dire qu'il y a une batterie. S'il y a une batterie, ça veut dire que s'il y a beaucoup de fréquentation, la batterie va être beaucoup plus utilisée. On rencontre beaucoup plus de problèmes sur un système qui est comme ça que sur une caméra. Demain, si les mairies sont, si le côté politique est plus ouvert à justement l'installation de caméras dans un centre-ville, ça pourrait débloquer beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, par exemple, le temps moyen de recherche d'une place, on connaît à Bastia Le temps moyen d'une recherche d'une place à Bastia est d'environ 5 minutes, selon les données. Selon les données, d'environ 5 minutes. Par contre, le temps d'une place libre, alors là, c'est une donnée qui est très intéressante, ça dépend des places, bien sûr. Mais sur le boulevard, etc., une place libre a un temps de vie de 60 secondes, une minute, des fois 2 minutes. Ça dépend en heure pleine, on va dire, en heure pleine où on recherche des places, c'est-à-dire le matin à 9 h, où vraiment tout le monde est déjà garé et il y a les retardataires qui arrivent et qui essaient de trouver une place, on est sur un temps de vie de place libre de 60 secondes. Et donc, du coup, l'installation de capteurs, c'est
c'est plus un projet à court terme pour avoir des données, c'est ça, pour avoir des data? Alors, dans un premier temps, c'était vraiment pour avoir des datas, pour savoir comment ça évoluait, pour comprendre mieux comment rendre la ville un peu plus piétonne, comment mieux optimiser le stationnement, qu'est-ce qui vraiment intéressait l'usager, c'est d'avoir des places plus dans cet endroit, etc. C'est pour ça qu'on a vraiment éparpillé les places dans les capteurs dans toute la ville et pas mis qu'en un seul point, c'est 350. Et dans un deuxième temps, ça a été aussi d'ajouter aussi un petit peu de place en voirie. C'est-à-dire que je pense que dans le futur, on aimerait quand même avoir beaucoup plus de places que ces 350 en voirie. Alors en vrai, on n'a pas que 350. On a installé 350 places, mais il y avait déjà des places existantes numérisées qui étaient avec ces grandes bornes Technolia. Donc c'est des grosses bornes qui permettent la numérisation des places arrêt minute. Voilà. Ouais. Et du coup, par rapport aux data disponibles, est-ce que par exemple, vous avez accès à des données de grandes villes ou d'autres recherches sur le sujet? Parce que j'imagine que Alors, il y a des données, mais la plupart sont quand même assez secrètes. C'est-à-dire que chacun garde ses données. Il y a San Francisco qui a donné ses données publiquement, qui les a ouvertes. Mais le problème des données, c'est que on n'agit pas forcément, et même, je veux dire, pas du tout pareil à San Francisco et en Corse. C'est pas du tout les mêmes données. C'est-à-dire que là-bas, ils ont beaucoup plus de stationnement. Comparé à nous, il n'y a pas cette difficulté d'avoir un stationnement parce qu'il y a un manque. C'est vrai, personne ne dit qu'il n'y a pas de manque. Hein. Il y a un manque de stationnement et il est pas aussi grand dans des villes comme San Francisco. Parce que du coup, il y a aussi une utilisation de la voiture. En fait, ça, par exemple, en tant que chercheur, vous estimez à combien de temps de travail encore à effectuer sur la numérisation du comportement d'un automobiliste Bastiais ou Corse, de toutes ces choses-là qui doivent être faites et qui méritent en fait un sujet de thèse ou au moins 2 ou 3 ans de recherche. L'informatisation du comportement d'un usager Bastiais serait très compliqué, enfin pas très compliqué à réaliser. En soi, tout comportement humain est difficile à répliquer parce qu'il y a beaucoup trop de variables aléatoires. Son comportement, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc, on pourrait créer une moyenne en sorte en essayant de comprendre les règles, comme je l'ai fait dans les recherches, j'ai essayé de comprendre les règles, les résidents, ceux qui n'étaient pas résidents, ceux qui rentraient manger. On a essayé de reproduire au maximum toutes ces règles qui font la vie d'une personne et la vie de différentes personnes, ceux qui viennent le matin, qui mangent au travail. On a essayé vraiment, les livreurs, on a essayé vraiment de créer le maximum de choix, mais il manque toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours une donnée qu'on n'a pas. Et ça, c'est très compliqué. Après, il est possible, bien sûr, d'imiter. Là, moi, ce que notre travail, c'était juste un travail, on va dire, en surface. Il peut être vraiment fait, être en profondeur, avoir toutes les mimiques, etc., etc. Et je pense que on serait pas si différent des autres villes dans ce cas-là. Est-ce que, par exemple, légalement, on a le droit de demander d'utiliser les données géographiques des utilisateurs si l'opération demande, ou par exemple, si on n'a pas accès aux données de la borne, demander la donnée à l'utilisateur, combien de temps d'utilisation de place en moyenne? Alors voilà, on pourrait demander à un utilisateur sur l'application pour combien de temps il a réservé ou quand c'est qu'il compte partir. Mais le problème, c'est que là, on fait appel à de la bonne volonté. Voilà, alors, il y a eu plusieurs fois des applications de ce style qui ont permis de dire, écoutez, je pars de ma place, je me trouve à cet endroit, des applications collaboratives, et ces applications collaboratives ont toutes fermé, pour une raison très simple. Un usager, un habitant, l'humain est assez, on va dire, enfin là, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais il pense beaucoup plus à sa personne qu'aux autres, et il veut avoir la donnée tout de suite. Par exemple, lui, on a remarqué sur ces applications collaboratives, justement, qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui demandaient des places que des personnes qui donnaient des places. Il y avait très peu de gens qui disaient « je viens de libérer ma place, vous pouvez y aller ». Par contre, il y avait beaucoup de gens qui disaient « où c'est que je pourrais trouver une place ». Voilà. Donc, toutes ces applications ont fini par fermer parce que les usagers étaient frustrés, eux, de donner, ceux qui s'en servaient étaient frustrés, eux, de donner des places et qu'à la fin, quand ils les demandent, ils n'en trouvent pas. Et à la fois, les usagers qui venaient juste pour avoir une place n'en trouvaient plus. Donc, au final, il n'y a plus d'usagers sur l'application. Voilà. Donc, demander
demander, enfin, normalement, quelque chose de très simple à un usager, c'est possible, mais à partir du moment où on doit lui demander de cliquer, même si ça nous semble très simple, eh ben, on rencontre quelques problèmes sur ça. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour gérer les usagers qui n'utilisent pas l'application? Alors, quel impact ils ont sur eux, comme nos places sont simulées en soi, elles sont non pas simulées, quand même, comme elles sont déjà informatisées. Et ceux qui sont les 350. Sur ces 350 places, en soi, quand il va partir, notre utilisateur, on verra directement que la place est libérée. Donc on pourra le réorganiser, on pourra le réorienter si la place est plus proche vers cette nouvelle place qui vient de se libérer. Donc même si c'est un utilisateur qui n'utilise pas l'application, ça ne nous gêne pas. Le problème vient dans le conflit. Dans le conflit, c'est-à-dire que cet utilisateur qui cherche une place et l'autre qui cherche une place, mais avec l'application, il la cherche en même temps, il convoite la même place et celui qui vient sans application vient justement prendre la place avant celui qui utilise l'application. Et dans ce cas-là, il y aura forcément, il sera mécontent, l'utilisateur qui utilise l'application, mais nous, ce qu'on va lui proposer, ça va de pouvoir être redirigé automatiquement et d'avoir un chemin automatique vers la nouvelle place libre en proximité. Donc, même si on vient de lui prendre devant lui, et de toute façon, ça arrive dans la vie réelle. Mais ce qui change là, avec l'application, c'est qu'on va nous en proposer directement une autre qui est libre. Et puis même si l'utilisateur, imaginons, je suis on va dire un habitant, j'habite Loupine, et je me demande si je devrais aller avec ma voiture acheter, je sais pas moi, un t-shirt pour ma fille dans le centre-ville. Et je me dis, bah, ça va être encore un problème, il n'y aura jamais de place. Nous, ce qu'on va déjà leur montrer, c'est qu'en ouvrant l'application, ils pourront directement voir qu'il y en a des places. C'est pas, on ne dit pas, il n'y a jamais de place, il y a machin. Il y a des places disponibles. Il y en a au moins 10. Alors, il y en a au moins 10. Certes, elles seront peut-être plus libres quand je vais arriver, mais il y en aura 10 autres. Donc, on va l'inciter à venir en ville. Voilà. Alors, justement, est-ce que par exemple, il y a un système qui est pensé pour aussi un ordre de priorité des personnes qui sont depuis le plus longtemps en recherche de place? Parce que on pourrait imaginer quelqu'un qui se retrouve dans la boucle infinie de. Dans la boucle infinie de à chaque fois être. Alors, ça, c'est une question très intéressante. C'est très intéressante. Et je pense que ça sera intégré en même temps dans ce système qu'on avait dit de reinforcement learning, donc d'apprentissage renforcé. On va justement intégrer cette notion de temps pour dire plus un utilisateur reste longtemps, plus il a la priorité sur le monde. Donc, il y aura une règle entre la distance et le temps. In fine, à la fin, quelqu'un qui sera resté, imaginons, on dira une infinité de temps, il aura toujours la priorité sur quelqu'un qui est à côté de la place. Voilà. Alors après, bien sûr, on pourra me dire, si l'utilisateur passe devant, même si c'est pas la place qui lui est recommandée, il va quand même la prendre. Il va quand même la prendre. Mais c'est pas grave, le système s'adapte. L'utilisateur, celui-là, il sera redirigé vers une autre. S'il était en conflit, on redirigera quelqu'un vers une autre. Et puis au final, tout s'arrangera. Ça fera comme une espèce de cycle où chacun viendra. C'est ce qui se passera au final. Ce sera comme une espèce de boucle où on voit la simulation des utilisateurs. Elle tourne en permanence et chacun vient se connecter à cette espèce de boucle et se dire moi aussi je cherche une place. Il tourne et on propose une place à tous ces utilisateurs. Et au final, elle s'arrête que quand tous ces utilisateurs ont trouvé une place. Ce qui va juste changer, c'est que des fois, plutôt que de faire le boulevard 3 fois, en fait, si je me mets sur, si je mets sur camping, et puis on pourrait imaginer plus tard aussi, peut-être que les politiques prendront des décisions tarifaires aussi, quant au parking en infrastructure, d'avoir le même prix, enfin je ne sais pas, moi je ne propose rien, hein, mais peut-être que ces données, s'ils veulent les constater, les observer, peut-être qu'ils pourront les aider à justement savoir ce qui est le plus intéressant. Voilà. Alors au niveau des parkings en infrastructure, alors on ne m'a pas posé la question, mais les parkings sont gérés par une société qui s'appelle Thales, et ces sociétés, elles sont assez fermées au niveau des données, et elles ne veulent pas souvent les donner, même si c'est les parkings qui appartiennent à la mairie. Voilà. Ça c'est juste fun fact. Ils ne sont pas intéressés par le fait de dire. Ils ne veulent pas donner les données, ou alors il faut les faire payer à des prix qui sont orbites. Alors que ça pourrait. Alors que le parking appartient à la mairie. Mais le système est propriétaire et appartient à Thales. Alors même ça pourrait améliorer leur. Ça pourrait améliorer leur rentabilité, mais ils ne sont pas d'accord. Voilà. Ils ne sont pas d'accord dedans. Ça, c'est dommage. Des grosses sociétés, ils vendent des armes, etc. Alors des parkings, je pense qu'ils s'en fichent. Oui, protection de données. Peut-être une dernière question, s'il y a une question là-bas. Non, pas trop.
Peut-être un peu plus. Comment on utilise l'application au volant du coup? Au volant, il y aura directement, donc je pense que tout le monde connaît déjà un socle qui permet d'avoir le GPS. Ce sera la même chose qu'un GPS en soi. Hein. On a toujours tous utilisé bien sûr, il est interdit de regarder le téléphone au volant, hein, bien sûr, mais on a tous eu une fois un GPS. Voilà, si c'est un GPS, on a le droit. Voilà. Donc bien sûr, il faudra faire attention, mais c'est comme tout. Voilà, avec un petit socle, etc. Avec la mairie de Bastia, pourquoi pas, j'y avais pensé et tout. Mais on verra quand elle sortira. Mairie d'Abachti. Merci beaucoup en tout cas, c'était intéressant. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et pour toutes ces questions intéressantes. Merci. Eh bien, à bientôt. Je ne sais pas si ce sera à la Casa Studiantina, mais en tout cas, on se retrouve le 13 du mois prochain, donc c'est juin, c'est ça le 13 juin pour Véronique Rentour, qui va venir présenter sa thèse sur le développement territorial, et Ella Carriole pour le 11 juillet, qui elle fait une étude du fonctionnement hydrogéologique des espaces côtiers, lagunaires, méditerranéens. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et à bientôt sur les Scorpions. Merci beaucoup.